Au Cameroun, les équipements de Douala International Terminal saisis, une décision du port autonome de la ville. Le contrat qui oblige l'opérateur est venu à expiration en décembre dernier. La liberté accordée à une figure de la contestation en Algérie. Le vétéran de la guerre d'indépendance du pays a passé 6 mois derrière les barreaux. Il est âgé aujourd'hui de 86 ans. Et puis, on tend vers la fin de l'usage des sachets plastiques en Thaïlande. Depuis le 1er janvier 2020, ces emballages sont substitués par des sacs en tissu réutilisables, mais il vous faudra débourser quelques centimes. Et voilà pour le sommaire de cette édition. Merci de nous choisir pour vous informer. Le port autonome de Douala au Cameroun a ordonné la saisie de l'ensemble des biens gérés par et exploités par l'opérateur privé Douala International Terminal. Une énième passe d'armes entre l'autorité publique qui gère donc l'immense port de la capitale économique du Cameroun et Douala International Terminal, cet opérateur du terminal à conteneurs du port dont le contrat est arrivé à expiration en décembre dernier. Alors que la gestion du port devrait revenir à l'entité publique en charge du port autonome de Douala à partir du 2 janvier, sa direction générale a signé lundi la saisie de l'ensemble des biens gérés et exploités par l'opérateur privé Douala International Terminal. Mais l'opérateur privé affirme que la réquisition n'est possible que dans des situations très spécifiques de sécurité nationale, de catastrophes naturelles ou de très graves accidents et annonce dans un communiqué qu'il va saisir les instances judiciaires et administratives camerounaises afin de contester ce qu'elle qualifie de tentative de spoliation. L'opérateur Douala International Terminal gère le terminal du port de Douala depuis sa privatisation il y a 15 ans. Mais alors que la fin de son contrat approchait, il avait été écarté dès janvier 2019 du processus de sélection d'un nouvel opérateur et avait porté l'affaire devant le tribunal administratif de Douala, obtenant le 16 août 2019 la suspension du processus. 5 jours plus tard, le port avait intenté un recours et obtenu la suspension de cette décision, lui permettant d'annoncer mi-septembre que le groupe italo-suisse TIL succéderait à Douala International Terminal, une désignation qui a été annulée le 30 décembre dernier. En l'absence de la désignation d'un nouvel opérateur, le port autonome de Douala doit succéder dès ce mois de janvier à Douala International Terminal, et c'est dans ce cadre que la saisie des équipements a été annoncée. Au Burkina, les groupes djihadistes continuent de défier les forces de défense et de sécurité. Ce mardi, la brigade de gendarmerie de Djibo dans le nord a été donc attaquée. Un gendarme a été tué. Les détails. La brigade de gendarmerie de Djibo a été attaquée dans la nuit de mardi aux environs de 19h GMT par des individus armés. Un gendarme a malheureusement été tué au cours de cette attaque qui a duré plus d'1 heure. La riposte a permis de neutraliser plusieurs terroristes. Une source sécuritaire a confirmé l'attaque, précisant que des dispositions avaient été prises pour parer à toute attaque sur l'ensemble du territoire en cette période de fin d'année. Avec la situation sécuritaire et le couvre-feu, les habitants sont terrés chez eux. Djibo a été la cible de plusieurs attaques djihadistes. Début novembre, son député maire et 3 de ses compagnons avaient été tués dans une embuscade. Mardi, dans une adresse télévisée à la Nation, à l'occasion du Nouvel An, le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a rassuré que la victoire sur le terrorisme était certaine. Le Burkina Faso est confronté à des attaques djihadistes qui ont fait près de 750 morts et 560 000 déplacés depuis 2015. Le nord et l'est du pays sont particulièrement touchés. Ouagadougou, la capitale, a été frappée à 3 reprises. La veille de Noël, 35 civils et 7 soldats ont été tués dans la ville d'Arbinda, dans le nord du pays, l'attaque la plus meurtrière subie par le pays depuis le début des violences djihadistes il y a 5 ans. Et en RDC, à présent, les dissensions au sein de la plateforme, la Monka persiste alors que Martin Fayulu et puis les siens projettent d'organiser des marches pacifiques dès le 17 janvier prochain. Les autres leaders de la Monka se disent surpris par cette décision. Les précisions dans ce télébat. L'opposant Martin Fayulu a annoncé des marches pacifiques à partir du 17 janvier, date anniversaire de l'assassinat de Patrice Emery Lumumba.
À travers ces manifestations, le candidat malheureux à la dernière présidentielle entend dénoncer le plan de Kabila pour la balkanisation du pays. Pour Adolphe Mouzito, nouveau coordonnateur de l'AMUCA, Fayulu se positionne ainsi comme président de la République élu. Et il invite la population à s'habiller tout de noir avec une étoffe blanche sur la tête, signe de deuil, pour marquer l'indignation à propos des tueries de Béni. Mais au sein de la plateforme Lamouka, cette attitude jusqu'au boutiste ne fait pas l'unanimité. Moïse Katumbi et des proches de Jean-Pierre Bemba se disent surpris de cette déclaration qui n'a fait l'objet d'aucune concertation. Des contradictions, mieux, des dissensions sont apparues dans cette famille politique de l'opposition depuis l'élection de Félix Tshisekedi. Moïse Katumbi vient de créer son parti Ensemble pour la République et se déclare partisan d'une opposition démocratique, une position modérée que semble partager Jean-Pierre Bemba et son parti, le MLC. Le candidat du parti majoritaire en Guinée-Bissau, Domingos Simoes Pereira, a dénoncé ce mercredi une fraude électorale après l'annonce par la Commission électorale nationale des résultats du second tour de l'élection présidentielle. Ces résultats l'annoncent donc perdant face à l'opposant Umaro Sissoko Embalo. C'est désormais lui qui est élu donc président de la République dans ce pays. Les résultats provisoires qui viennent d'être proclamés sont pleins d'irrégularités, de nullités et de manipulations qui constituent une fraude électorale. Un tel résultat, nous ne pouvons pas l'accepter, a déclaré devant des militants au siège de son parti Domingos Simoes Pereira, crédité de 46,45% des suffrages par la CNE contre 53,55% pour Umaro Sissoko Embalo. Nous allons amener toutes les preuves qui démontrent que les résultats ont été changés au profit de Embalo, a ajouté le chef du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert, PAIGC, en annonçant un recours en annulation après consultation de ses conseillers juridiques. Je serai un président de la Concorde nationale, a pour sa part assuré le candidat donné vainqueur, Umaro Sissoko Embalo, qui défendait les couleurs du parti MADEM, une dissidence du PAIGC. L'euphorie de la campagne est terminée. J'ai besoin de tous les Bissau-Guinéens pour faire une nouvelle Guinée-Bissau, a déclaré à la presse depuis son siège de campagne Embalo. Âgé de 47 ans, ce dernier a comblé un retard de 12 points concédé à son adversaire lors du premier tour. L'ONU exhorte tous les militants à continuer de faire preuve de retenue pendant la période post-électorale dans un communiqué mercredi de son chef en Afrique de l'Ouest et au Sahel, Mohamed Ibn Chambas. Elle félicite la commission électorale pour la conduite exemplaire du processus électoral. Direction à présent l'Algérie pour parler de la remise en liberté de Lakhdar Bourega. C'est un vétéran de la guerre d'indépendance du pays, une figure du mouvement populaire de contestation en cours dans le pays. Il aura donc passé 6 mois derrière les barreaux. Lakhdar Bourega, 86 ans, a été remis en liberté jeudi. Son procès, qui devait s'ouvrir jeudi, a été reporté et le juge a décidé de le libérer, à en croire son avocat. Il a précisé que l'intéressé, qui a été opéré d'urgence d'une hernie durant sa détention en novembre, comparaissait libre lors de son procès renvoyé au 12 mars. Haut responsable militaire de l'armée de libération nationale durant la guerre contre le pouvoir colonial français, Bourega est inculpé d'outrage à corps constitué et de participation à une entreprise de démoralisation de l'armée ayant objet de nuire à la défense nationale. Bourega avait été arrêté après avoir sévèrement critiqué le puissant chef d'état-major de l'armée de l'époque, le défunt général Ahmed Gaïd Salah, qui apparaissait alors comme l'homme fort de l'Algérie depuis la démission le 2 avril du président Abdelaziz Bouteflika sous la pression du Irak. L'arrestation à son domicile, puis son placement en détention préventive le 30 juin ont suscité l'indignation en Algérie, notamment dans les rangs du mouvement de contestation du régime, né le 22 février. Son portrait était depuis brandi dans les cortèges et il était le symbole de tous les détenus politiques et d'opinion incarcérés depuis juin en lien avec le Irak.
Quelques 180 manifestants militants ou journalistes ont été depuis placés en détention provisoire, essentiellement pour avoir brandi des drapeaux berbères ou pour des écrits sur les réseaux sociaux et certains condamnés. Quelques-uns ont été acquittés, parfois après quelques mois de détention préventive. Environ 140 personnes restent incarcérées, condamnées ou en attente de jugement. Ce constat historique en France, depuis plus de 30 ans, c'est la première fois ce jeudi qu'une mobilisation contre la réforme des retraites dans le pays a atteint le record de la plus longue durée de grève continue dans les transports, mais ce sans perspective de résolution de ce conflit social. En France, l'opposition au projet gouvernemental de système universel de retraite par points qui a débuté le 5 décembre se traduit par une grève qui perturbe principalement la circulation des trains à travers la France et les transports publics en région parisienne. Jeudi, au 29e jour du mouvement, cette mobilisation a atteint le record de la plus longue grève de la SNCF, la compagnie ferroviaire nationale. Elle est aussi plus longue que la grève menée en 1995 contre un projet de réforme des retraites des fonctionnaires auquel le gouvernement d'alors avait fini par renoncer. Le système de retraite est un sujet éminemment sensible en France, la population restant attachée à un système par répartition jusqu'à présent réputé comme l'un des plus protecteurs au monde. Le système à points voulu par le gouvernement vise à fusionner les 42 régimes existants, dont des régimes spéciaux qui permettent notamment aux conducteurs de train de partir plus tôt. Les syndicats contestataires n'ont pas été apaisés par les vœux adressés aux Français mardi par le président Emmanuel Macron, durant lesquels il a affirmé que la réforme serait menée à son terme et appelé le gouvernement à trouver un compromis rapide avec les organisations syndicales. Les syndicats espèrent un rebond de la mobilisation dès lundi. La Thaïlande a pris une décision face au fléau de pollution des plastiques. Depuis le 1er janvier, les chaînes de supermarchés ont cessé la distribution gratuite des sacs plastiques aux caisses pour les défenseurs de l'environnement. Il s'agit d'une solution temporaire à la crise du plastique dans ce pays. Chaque Thaïlandais utilise chaque jour pas moins de 8 sacs en plastique à usage unique, allant du sachet de supermarché au gobelet à café, sans oublier les emballages pour la nourriture à emporter qui finissent dans les égouts et les décharges. Cet usage intensif du plastique fait de ce pays d'Asie du Sud-Est le 6e le plus gros contributeur mondial à la pollution des océans. Les chaînes de supermarchés thaïlandaises ont cessé depuis le 1er janvier 2020 la distribution gratuite de sacs plastiques aux caisses. À la place, ces commerces proposent, pour quelques centimes, des sacs en tissu réutilisables. Pour l'organisation Greenpeace, c'est un bon début, mais cela ne résout pas la question de la gestion des déchets. Ce qu'il faut, selon l'ONG, c'est mettre un terme à la culture du jetable. Je vais devoir aller au marché local parce qu'ils nous donnent des sacs en plastique pour que nous n'ayons pas à transporter quoi que ce soit nous-mêmes. Vous devez donner du temps aux consommateurs, à tous les utilisateurs de plastique. Vous ne pouvez pas simplement changer de produit. Disons, dans 1 ou 2 mois, ça prendra du temps, mais ça finira par disparaître. Ça ne va pas être facile pour tout le monde. Pour l'instant, les gens vont être perturbés, mais je pense qu'ils vont changer. Avec le temps, il y aura un changement. De plus, les sacs en tissu ne sont pas totalement inoffensifs pour l'environnement, car des microplastiques sont également présents dans leur fabrication pour les rendre plus solides. Le gouvernement thaïlandais s'est engagé à interdire totalement l'usage des sacs à usage unique d'ici à 2022. Mesdames et messieurs, c'est sur cette information que nous refermons cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de votre télévision CK TV. Au revoir.